Voilà, donc on a aujourd'hui plusieurs moyens de caractériser le cancer du sein grâce à ses propriétés physiques face aux rayons X, aux ultrasons, aux champs magnétiques par les différentes techniques que l'on utilise tous les jours. On sait aussi que le cancer, un critère de malignité, c'est la dureté, qu'on pouvait aujourd'hui ne considérer que par la palpation clinique. Et comme on vient de voir, on a un nouvel outil qui est l'élastographie. Alors, sur le plan pratique, comment ça apparaît cette élastographie? On a deux façons de l'apprécier, la dureté. C'est une échelle qualitative, qui est cette échelle de couleur. On va avoir donc des faibles duretés en bleu aux duretés élevées en rouge. Et on a une façon de les quantifier en mettant des reuils de dureté sur les zones d'intérêt, où là, on va avoir toutes les notions de dureté, moyenne, minimum et maximum. En pratique, voilà comment ça se passe. Sur une échographie du sein, on a ici une lésion d'allure bénigne, ici nodulaire. On met la carte couleur. On a en dynamique deux critères importants. Si la lésion est homogène ou hétérogène, on voit ici qu'elle est parfaitement homogène. Donc ça, c'est un premier critère de bénignité. Et ensuite, elle est de faible dureté parce qu'on reste dans les bleus, bleu intense. Donc les deux critères de bénignité sur ce type de machine, c'est l'homogénéité du signal et la couleur bleue. C'était ici un fibroadénome. A contrario, une lésion maligne va avoir un spectre de dureté complètement différent. Vous voyez, on perd d'abord complètement l'homogénéité lésionnelle qu'on voyait sur la lésion bénigne. On a une très forte hétérogénéité. Et ensuite, en termes d'échelle de dureté, vous voyez qu'on n'est plus dans les bleus, on passe dans du jaune, dans du orange, et on arrive même sur des couleurs rouges. Donc ici, on est sur des duretés élevées, autour de 180 kPa par endroit. Donc on a ici réuni tous les critères de malignité, hétérogénéité et dureté élevée. Alors on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que les cancers sont-ils toujours durs? Est-ce que l'analyse en élastographie est-elle opérateur dépendant? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'elle va augmenter notre sensibilité, notre spécificité? Pour répondre à ces questions, il y a eu plusieurs travaux faits aujourd'hui, dont un énorme travail qui est l'étude BE1, qui était multicentrique et qui a intéressé plus de 939 masses, et pour lesquels il y a eu deux articles qui ont été publiés, l'un sur la reproductibilité de l'élastographie et l'autre sur l'augmentation de la spécificité. Concernant la reproductibilité, les messages à retenir, c'est que d'une part, c'est que avec l'élastographie, on a toujours une cartographie couleur exploitable. Ça nous donne toujours de façon correcte des données qualitatives et quantitatives. La reproductibilité intraopérateur est excellente. Concernant la reproductibilité interopérateur, elle est modérée et importante, mais de toute façon, elle est toujours au moins aussi bonne que la reproductibilité de la classification BI-RAD, voire même supérieure. Donc on est dans des circonstances d'utilisation tout à fait satisfaisantes. Concernant l'augmentation de la spécificité, on remarque qu'il y a une spécificité en hausse, sa sensibilité constante. Si vous prenez ce tableau, c'était donc selon les critères BI-RAD, donc du mode B, la classification entre les BI-RAD 4 et BI-RAD 3, avec ici donc le nombre de lésions. Et on a décidé d'appliquer, en plus de ces critères BI-RAD, des critères élastographiques en disant que toutes les lésions bleues, c'est-à-dire inférieures à 80 kPa, on les passait du BI-RAD 4 au BI-RAD 3, ce qui nous a permis comme ça de reclasser 139 lésions. Et sur ces 139 lésions reclassées, il y en avait 134 bénignes. A l'inverse, dans les lésions BI-RAD 3, celles qui étaient dures, c'est-à-dire supérieures à 160 kPa, on a décidé de les surclasser en BI-RAD 4. Et donc vous voyez qu'on a une proportion de BI-RAD 4 et BI-RAD 3 qui est complètement différente. Et malgré ça, on n'a pas augmenté le nombre de cancers dans les BI-RAD 3. Donc on a une très bonne spécificité à sensibilité constante. On avait fait un sous-groupe des lésions des masses ovales et circonscrites, où là aussi on a fait la même application. Donc les lésions molles, on les a rétrogradées, les lésions dures, on les a surgradées. Et vous voyez que les 4 cancers qui étaient dans les BI-RAD droits, on les a mis correctement grâce à l'association des critères du mode B et du critère couleur. Donc les messages à retenir, c'est que dans les BI-RAD 3 et 4A, donc des lésions un peu frontières bénin malin, eh bien si on rajoute les critères de dureté maximale aux critères BI-RAD, on peut imaginer un schéma comme celui-ci où les BI-RAD 3 avec des duretés élevées
attention, biopsie recommandée, on les place en 4A, que les BI-RADS 4A avec une faible dureté, elles ont un très fort potentiel de bénignité et on peut, chez ces patientes, leur proposer un suivi échographique. Un autre volet en pathologie mammaire, c'est l'étude du ganglion axillaire, car les ganglions métastatiques, on s'est rendu compte qu'en les palpant, si l'on les a entre les doigts, souvent ils apparaissent plus durs que les ganglions sains. Ce sont en plus des organes suffisamment superficiels pour permettre une étude élastographique satisfaisante. Et tout ça m'a mené... Ensuite, on sait que le risque métastatique est difficile en préopératoire à avoir, parce qu'on a l'examen clinique qui a une sensibilité qui est quand même modérée. L'échographie est plus sensible, surtout si on associe la ponction à l'aiguille fine, mais malgré ça, il reste un certain nombre de ganglions métastatiques normaux en échographie. Donc toutes ces choses m'ont amené à réaliser un projet d'étude qui était d'explorer, grâce au système donc Supersonic Imaging, le creux axillaire en préopératoire, de repérer les ganglions potentiellement sentinelles et sur ces ganglions de faire une analyse à la fois échographique et élastographique, de comparer toutes ces données aux données anatomopathologiques post-opératoires des ganglions. Le but de cette étude était de voir si les ganglions métastatiques ont un profil de dureté différent des ganglions sains, de préciser la valeur ajoutée de l'élastographie par rapport à notre connaissance 2D des ganglions et de voir si par cette étude, on pouvait imaginer un cut-off, un seuil de dureté à partir duquel il existe un risque significatif de métastase. La finalité, bien sûr, ça serait... donc le matériel, j'ai utilisé une population de femmes, donc ça a été une étude prospective sur une population de femmes porteuses d'un cancer du sein avec une décision RCP de tumorectomie avec exérèse du ganglion sentinelle. Chez ces femmes, on a réalisé en préopératoire donc une étude échographique élastographique des ganglions et les résultats ont été comparés aux données biométriques anatomopathologiques. Voilà l'exemple d'un ganglion du creux axillaire que l'on a ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ce ROI de dureté que j'ai balayé sur l'ensemble du ganglion en recherchant les duretés les plus élevées où vous avez en temps réel les différentes valeurs de dureté quantitative que vous avez ici. En tout, 103 ganglions ont été examinés chez 65 femmes. 185 ganglions ont été prélevés par le chirurgien et nous avons pu apparier 81 ganglions, dont 70 étaient bénins et 11 métastatiques. Concernant les résultats échographiques 2D, seulement 4 ganglions avaient un cortex supérieur à 4 mm, seulement 5 ganglions étaient de forme quasiment sphérique, 3 ganglions avaient une disparition d'huile, tous les autres ganglions étaient échographiquement normaux. Concernant les ganglions métastatiques, ils avaient tous un hile visible, ils étaient tous de forme ovale, donc ces critères échographiques classiques d'un métastatique n'étaient pas retrouvés dans notre population de ganglions métastatiques. Seulement 2 ganglions métastatiques avec un cortex supérieur à 3 mm, avec 2 cas de figure différents. Le premier avait un cortex effectivement de 4 mm, mais ce cortex était régulier, le ganglion n'avait aucune anomalie échographique par ailleurs. En revanche, il avait des duretés anormalement élevées, avec une dureté maximale autour de 38 kPa. Le second ganglion, en revanche, lui avait des duretés normales, mais par contre, il était échographiquement suspect avec un épaississement localisé nodulaire du cortex. Enfin, tous les autres ganglions métastatiques étaient, je vous le dis, normaux en échographie. Voilà un détail du résultat des valeurs élastographiques avec ici, pour des valeurs prédictives positives supérieures à 0,5, pour la dureté moyenne, la dureté maximale. Et l'on se rend compte que plus on augmente notre seuil de dureté, plus on a un nombre de vrais positifs. Avec, si l'on prend un seuil de dureté par exemple à 24,6 kPa, eh bien pour 7 ganglions que l'on va prélever, vous aurez 5 ganglions métastatiques et 2 ganglions bénins. Voilà un détail aussi des résultats histologiques. Donc concernant les deux premières lignes, c'est les valeurs 2D, donc le ratio longueur sur largeur, l'épaisseur maximale corticale. On se rend compte que dans cette population, ces critères échographiques 2D ne sont pas significatifs, alors qu'en termes de p-value, toutes les autres données de dureté sont statistiquement significatives. On a ici les courbes ROC pour la dureté maximale, la dureté moyenne, avec des aires sous la courbe à 0,76, 0,75. Donc on peut dire qu'il y a une différence statistiquement significative entre la population de ganglions sains et métastatiques en termes de dureté.
Donc pour ces ganglions sentinelles, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'on peut les étudier de façon fiable en élastographie, d'apprécier leur dureté. Il y a une corrélation évidente entre l'augmentation de dureté et le risque de métastase. Il y a une complémentarité entre l'analyse 2D et l'élastographique. Et par l'intégration peut-être de ces résultats élastographiques, on pourra réduire potentiellement les chirurgies itératives du creux axillaire. Alors, si vous voulez plus d'informations, cette étude sur le ganglion...